Attention, vous écoutez un programme audioactif. Revs up, lights out on 2019. Great start from Miller on the second row, and it's a good start from Dovizioso also. Not so much for Marc Marquez. Quartararo finally exits pit lane. Oh dear me, what's he sitting up in the middle of the circuit for? What's happened? He's just thrown something off his bike. He's having a look. He zigs up Dovizioso. The crowd here go wild. 46 flags everywhere. He has made his move. Oh, Vignales and Morbidelli. Salut à tous, c'est Cyril et on se retrouve pour le numéro 63 de C'est qui en pôle pour parler du Grand Prix du Japon avec Pierre. Comment ça va, Pierre ? Salut Cyril, ça va bien. Ça va bien ? Week-end sportif, tu m'as dit ? Ouais, week-end sportif, la Coupe du Monde de rugby au Japon, le Grand Prix du Japon, la Ligue 1. On va parler donc du Grand Prix du Japon et c'est Diox BZH qui a gagné les goodies donc qu'on a mis en jeu avec la bécannerie Thium PodCloud et donc les goodies vont partir très rapidement et donc je vais te laisser parler du numéro 63 qui est arrivé cette année en MotoGP, notre petit copain Pecco. Oui, donc Francesco Pecco Bagnaia. J'ai pas forcément l'information pourquoi on se surnomme Pecco, mais voilà, il porte ce petit nom en plus. Donc il est né le 14 janvier 97 à Turin. En 2012, il finit 3e du championnat Moto3 espagnol derrière un certain Alex Marquez qui sera champion cette année-là et va passer en 2013 en mondial Moto3. Donc après une année complète mais sans points avec une 16e place comme meilleur résultat sur la FTR Honda du Team Italia, il va changer de crèmerie et va sur la KTM du Team Sky VR46. Son meilleur résultat sera une 4e place en France et il change de nouveau d'équipe pour arriver chez Aspar Mahindra pour 2 ans. Donc en 2015 ou 2016, où il fera ses premiers podiums, une 3e place en France en 2015 et 3 3e places, une 2e place et 2 victoires à Assen et Sepang en 2016. Donc il finira cette année-là 4e du championnat. Le vainqueur sera un certain Brad Binder. Donc pour le récompenser, son team le fera notamment rouler sur la MotoGP Aspar en fin de saison à Valence. Donc ça cool, c'était la petite récompense. Ouais non, c'est vraiment cool. Donc en 2017, il va débarquer en Moto2 chez Sky VR46. Il se fait rapidement remarquer avec des top 10 réguliers, 2 3e places et 2 secondes places. Il sera Rookie of the Year, il termine 5e quand même du championnat. Puis en 2018, il va remporter un superbe titre de champion du monde Moto2 devant Miguel Oliveira avec 12 podiums dont 8 victoires. Il sortira jamais des points et uniquement 3 fois hors du top 10 quoi. Donc c'est vraiment une saison complète. Et en 2019, donc il signe chez Ducati Pramac en MotoGP mais a vraiment du mal à passer le cap et se bat plutôt pour ne pas être le pire des rookies cette année avec entre lui et Miguel Oliveira. C'est pas évident pour lui le passage en catégorie reine. Ouais, c'est une saison qui est un petit peu difficile. Moi, je pensais qu'il aurait un petit peu plus de facilité. Après, quand tu vois les arrivées de certains pilotes expérimentés chez Ducati, bon, je pense qu'ils vont lui laisser le temps d'appréhender la machine et puis déjà la première année il faut apprendre les circuits à la vitesse des MotoGP donc ah oui non je me fais pas d'inquiétude sur la suite de sa carrière en MotoGP. Il a fait top 10, il fait top 15, c'est son année de rookie. L'année prochaine il a un contrat avec Pramac et je pense que c'est là où il devra montrer de la régularité et puis de la progression de la progression. Et puis il y a pas de raison que ça le fasse pas. Je veux dire il y a pire que lui sur le plateau à mon avis en talent pur. Ouais c'est clair. Chez les vieux et chez les jeunes. C'est ça. Ah chez les jeunes non. Bah si il y a que Oliveira mais bon. Oliveira c'est la machine je pense. Ouais la machine un peu compliquée. Ouais. On va parler un petit peu des petites news avec une première photo intrigante on va dire de Lucas Mayas qui a publié donc c'était sur Instagram je crois une vidéo où il est en train de tester la Moto E du team Ayo en Italie donc à suivre voir si ça va déboucher sur une arrivée pourquoi pas en Moto E l'année prochaine. Alors je me suis pas penché sur les potentiels conflits de date
Parce que s'il est engagé en Super Sport 600 et en Moto E, il peut y avoir des conflits de date, donc on va voir. Après, cette année, on sait qu'il y avait 2 week-ends de courses qui se croisaient entre MotoGP et World Superbike, mais après, on sait que la Moto E, c'est pas sur c'est pas sur toutes les étapes. Ouais. Donc, à voir s'il y a vraiment, peut-être qu'il y a une étape qui va rater, mais bon, on verra. De toute façon, on n'en sait rien d'ailleurs. De toute façon, pour l'instant, c'est que des spéculations. On a donc 2 wildcards en Moto 3 pour ce Grand Prix du Japon, donc Yamanaka Rusai et Hasegawa Sho, voilà, qui vont courir en Moto 3. En MotoGP, donc on a Sylvain Guintoli qui a été wildcard sur ce Grand Prix de Motegi pour Suzuki forcément. Elle était très attendue, mais c'était logique que ça arrive maintenant. Donc c'est la prolongation de Takaki Nakagami chez LCD Honda Idemitsu pour 2020. J'ai pas vu fuiter l'information du coup s'il allait récupérer une Honda 2020 ou une Honda 2019. Il n'y a pas eu vraiment de clarification de ce point de vue-là. Ouais, bon. Et puis la grosse news qui a fait le buzz entre la Thaïlande et le Japon, c'était le retour de Johan Zarco sur une MotoGP dès cette fin de saison. Ouais. Donc dès Phillip Island la semaine prochaine. Pas chez KTM, mais chez Honda justement. Ça aurait été étonnant, justement en remplacement de Nakagami qui s'est blessé à l'épaule et du coup qui a pu rouler là au Japon pour son Grand Prix à la maison, mais qui préfère aller se faire opérer en sachant qu'il y a une longue rémission d'au moins 3 mois pour arriver en pleine forme l'année prochaine, plutôt que de courir encore sur ces 3 derniers Grands Prix pour des prunes et puis se faire opérer cet hiver, mais ne pas forcément arriver prêt pour 2020. Donc c'était le choix du team SR Honda qui a été fait avec aussi les patrons de Honda Usine. C'est ça. Donc voilà, KTM a respecté la promesse qu'ils avaient faite de libérer Johan Zarco si une opportunité se faisait pour lui rapidement. Donc on va voir Johan sur une Honda. Ça va. En tout cas, je suis content de le voir revenir aussi vite, quoi. Ah oui, clairement. Moi, je pensais pas. Après, voilà, on le savait tous qu'il fallait énormément de chance pour le revoir. D'une manière ou d'une autre sur une MotoGP dans un avenir plus ou moins proche. Après, voilà, c'est comme tu l'as dit, c'est la blessure de Nakagami qui a amené ce concours de circonstances. Savoir que c'est la même blessure que Marquez l'année dernière et que Nakagami a pour objectif d'être à 100% pour les essais, je crois en Malaisie l'année prochaine, donc en février. D'accord. Donc du coup, c'est ça qui a un petit peu anticipé l'opération, puisque c'est à peu près la même opération. Et donc forcément la convalescence qui va être identique à celle de Marquez, et donc il fallait louper les 3 dernières courses. Et voilà, Zarco étant seul, au début ils avaient pensé à Bradle, mais de ce que j'ai lu, il est pas mal occupé pour préparer la moto de l'année prochaine. Et donc du coup, Cecchinello a proposé Zarco et Honda a dit ok, si c'est jouable, on tente le coup. Après, moi je ne pensais pas que ça fermerait la porte Yamaha, parce que je me suis dit on est quand même à peu près sur les mêmes les mêmes conditions qu'un pilote qui terminerait la saison chez Honda et qui partirait chez Yamaha l'année prochaine. Savoir qu'il y avait des bruits de couloir sur la potentialité d'être pilote essayeur l'année prochaine. Et du coup, l'annonce des 3 dernières courses chez Honda pour Johan a tout de suite déclenché l'annonce de Folger en tant que pilote d'essai Yamaha l'année prochaine. Donc clairement, la porte est refermée. Après, l'annonce de Folger, elle était assez étonnante dans le sens où c'était quand même fait, vu que Johan part chez Honda juste pour ces 3 courses, nous, on veut se concentrer avec un pilote d'essai tout de suite. Et grosso modo, c'est un peu par défaut qu'ils reprennent Folger. Ça veut pas dire qu'il est mauvais, mais c'était vraiment le second choix de Yamaha, quoi. Vu qu'ils avaient vraiment Zarco en ligne de mire. Ouais. Donc ouais, c'était étonnant. Après, du coup, chez Honda, ils ont bien mis tout de suite des barrières en disant voilà, on n'a rien promis à Johan. Ça veut pas dire qu'il roulera pour nous l'année prochaine. Il n'y a pas de place. De toute façon, on a toutes nos motos sont sous contrat, donc ils ont bien mis les gros guillemets. Bon. Même lui, il l'a précisé. Il a dit qu'aucune promesse lui avait été faite, etc., etc. Après. Il y a un cas très improbable, mais voilà, pour l'instant, c'est tellement loin que... 3 courses, c'est pas si loin. Ouais, mais dans le sens, quand même, pour arriver à casser un contrat,
c'est pas évident. Lorenzo a l'air de vraiment vouloir faire quelque chose, quoi. Et moi, il me semble pas dans le même état d'esprit que Johan avant sa demande de révision de contrat, quoi. Ouais. Ma foi, on verra. Hein. Oui, on verra. On verra parce que on y reviendra après le Grand Prix du Japon, mais les résultats sont assez catastrophiques quand même. Ouais, donc je te laisse poursuivre avec les news, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que il va pouvoir montrer qu'il est rapide ou pas. Justement, moi, ce qui me semble intéressant, c'est qu'il va pouvoir faire 2 courses donc en une semaine, c'est-à-dire vraiment avoir, en espérant que les conditions climatiques soient au rendez-vous, qu'il puisse rouler beaucoup en 2 semaines sur la moto. Où là, de toute façon, on verra assez vite s'il est compétitif ou pas, enfin s'il est dans le coup. Mais après, ça laissera 2 semaines, donc justement pour essayer de cogiter un petit peu les choses avant Valence. Et c'est une configuration qui est pas mauvaise. Je trouve qu'il y a moyen de faire un coup, il y a moyen de faire quelque chose, même si effectivement ça débouche sur pas grand chose. Ça peut juste remettre un petit peu les pendules à l'heure sur sa manière d'être et sa manière sa vitesse pure aussi. Ouais. Donc je trouve que après c'est un pari comme tout ce qu'il fait depuis cette saison, hein. Il y a beaucoup de paris qui sont gagnants ou perdants, ça c'est l'avenir qui le dira, quoi. Mais moi je trouve que c'est intéressant pour ça. Après ça aurait été une piste pour une course, un peu comme ce qu'avait fait Loris Baz l'année dernière en Angleterre. Sur une course, c'est quand même très difficile de pouvoir appréhender la moto du vendredi au dimanche. Il n'y a pas de baguette magique. Là, il a quand même 3 courses. C'est pas négligeable. Ça peut quand même faire la différence, à mon avis. Ouais. Ça serait bien, alors sans vouloir prouver quoi que ce soit aux autres, en tout cas, ça serait bien que lui, il se rassure. C'est même ça. Même s'il performe pas, on va dire, par rapport au classement général ou j'en sais rien, au point que lui, il reprenne des sensations et il se redise je suis un pilote MotoGP et je fais des choses et je me sens bien sur une moto, quoi. Donc on a des news en Superbike, donc c'est officiel, Alex Lowe qui quittait Yamaha, donc il sera le coéquipier de Jonathan Rea l'année prochaine chez Kawasaki officiel. En Supersport, donc on a Lucas Mayas qui prolonge aussi chez Puccetti Racing pour 2020. Et son coéquipier a été annoncé, ce sera Philippe Hotel qui quitte donc le Moto2. On a Tenket qui signe son grand retour en Supersport en 2020 avec le Sud-Africain Steven Odendal. Donc on sait qu'ils ont un palmarès Tenket long comme le bras en Supersport. Ils ont gagné avec un Français Forêt notamment en 2000, les années 2000, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Et on a aussi une super news pour les Français, donc Bartholomé Perrin, qui a été qualifié pour la Red Bull Rookies Cup l'année prochaine. Donc on verra ce petit Français qu'on a rencontré au French sur les pistes du MotoGP l'année prochaine en Red Bull. Et ça fait plaisir, quoi. On n'a pas encore la sélection totale, ça c'était juste les présélections des nouveaux entrants, les nouveaux arrivants, les nouveaux entrants. Donc on ne sait pas encore si les Français de cette année restent ou pas en compétition. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet avec la course et les qualifs Moto 3. Donc c'est Lopez, Antonelli, Garcia et Yurchenko qui passent en Q2. Et c'est Antonelli qui va faire la pole devant Lopez et Suzuki. On a Yurchenko 4, Garcia 5, Dalla Porta 6, Kornfeil 7, Canet 8, Vietti 9 en course. Donc ça part pour 20 tours avec Suzuki qui mène la danse au début de course, avec Kornfeil et Rodrigo qui vont chuter. Boussamos également dans le premier tour. On va avoir une chute également de Darin Binder. En tête, on a toujours le local Suzuki devant Garcia, Arenas, Dalla Porta, McPhee et Canet. Donc personne n'arrive à se détacher comme habituellement dans cette catégorie. Et on a Arbolino qui va chuter également à mi-course. Dalla Porta se montre un petit peu plus pressant et mène le peloton par intermittence. Le groupe s'est réduit à 6-8 en tête et il commence à y avoir un petit écrémage au rythme. Et Canet va chuter et repartir, mais ça laisse le champ libre à Dalla Porta pour prendre un petit peu le large au général. Canet qui va repartir au-delà de la 20e place et va finalement abandonner. Alors ça va se jouer à 5 pour le podium entre Dalla Porta, Suzuki, Arenas, Vietti et Garcia. On a Dalla Porta qui s'impose devant Arenas et Vietti, Suzuki 4e et Garcia 5e. Dans le deuxième groupe, on a McPhee qui mène devant Mazia 7, Ramirez 8 et Lopez 9. Tu voulais dire quelque chose, non ? Ouais, déjà, Dalla Porta, vraiment sur cette fin de saison,
il est costaud dans sa tête, quoi, parce que il est en tête du championnat, il peut tout perdre, dans le sens où rien n'est joué, et il arrive course après course à prendre, à gagner ou à prendre des très gros points, quoi, à être là. C'est vraiment costaud ce qu'il fait. Canet, on voit, c'est pas la première fois, il plutôt en perte de moyens dès qu'il a un peu de pression, je trouve. Je dis pas que c'est facile, hein, bien sûr. Ouais. Clairement, là, il est pas entièrement sorti de la course, mais enfin de la course au championnat, pardon, mais il a 47 points d'écart, quoi, et ça commence à faire beaucoup alors qu'il reste 3 courses. Moi, j'ai bien aimé, encore une fois, c'est voir des Vietti, c'est voir des Sergio Garcia arriver, et là, ils sont devant, ils jouent la gagne, c'est des petits qu'il va falloir suivre parce qu'ils promettent. En tout cas, l'année prochaine, potentiellement, faut les surveiller, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est intéressant de voir justement, comme on parlait de Bagnaia tout à l'heure quand on parlait de son numéro, il a été très rapidement performant en Moto 2, ce qui lui a permis de ne pas stagner dans la catégorie. Ouais. Et c'est ça qui est important pour les jeunes pilotes, à mon avis. Hein, c'est d'arriver vite à montrer qu'ils sont devant. Et de manière à sortir du lot et à avoir vite les moyens qu'il faut pour performer, quoi. Et là, clairement, c'est des pilotes qui sont jeunes, qui sont vite devant et qui justement vont pas stagner dans la catégorie et vont vite passer à l'échelon du dessus. Quitte à y passer peut-être un petit peu plus d'années, mais au moins ça avance, quoi. Ouais. Au moins ça progresse et ça avance. Après, j'ai une petite déception pour Suzuki qui a mené une partie de la course devant son public et puis il se fait doubler à 2 virages de la fin pour le podium, quoi, pour la 3e place. C'est le jeu, hein. Mais clairement, c'est dommage que après sur les autres courses, on a vu que les Japonais ont eu des petits soucis. C'est vraiment dommage, mais bon, c'est pareil. Ça, c'est un petit gars qui va. Il a fait déjà quand même une bonne saison, quoi. Il a commencé vraiment à pointer plus que pointer le bout de son nez, quoi. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des pilotes japonais qui se montrent comme ça, et c'est intéressant de le voir faire. Après, le Grand Prix à la maison, c'est jamais facile non plus dans la tête. C'est vrai qu'il a pas mal mené et il se fait avoir sur le dernier virage. C'est jamais facile, mais c'est comme ça. Il était au moins dans le bon groupe. Il était dans le paquet de 5. Il se retrouve 4ème, c'est con, mais c'est comme ça. Il en faut un. Oui, c'est ça. On passe au Moto 2 ? Allez, donc en Q1, c'est Garner, Navarro, Bezzecchi et Chantra qui sortent du paquet par le haut. Et on a Marini qui va être en pôle devant Fernandez et Baldassari qui complètent la première ligne. On a Marquez 4, Navarro 5, Chantra 6, Lutti 7, Bezzecchi 8 et Schroeter 9. Je te coupe là. T'as vu le save de Marquez en FP3, si je dis pas de bêtises? Ouais. FP4. Ouais, tu peux en parler. Ouais. Il sort d'un virage. Il fait la reprise d'accélération tout de suite. La moto part en high side et puis il reste accroché à la moto, mais c'est très puissant parce que on voit qu'il est obligé de se gainer de tout son corps. Ah oui. Et on voit que l'airbag aussi s'est déclenché, donc ça a dû faire un surchoc quelque part, mais il reste accroché et il arrive à maîtriser sa moto et à l'emmener sur le bord de la piste pour remonter dessus, quoi. Ouais. Au bord du muret et c'est reparti, quoi. Impressionnant. C'est impressionnant. Il y aura plein de choses impressionnantes dans cette course moto 2, carrément. Ouais, pour une fois, ouais. Donc on a Nagajima qui va partir en fond de grille, je crois qu'il a eu un problème sur la piste, sur le warm-up. On a Marini qui part très fort, donc ça va chuter au T1 entre justement Nagajima et Tulovic. Devant, donc c'est Marini, Fernandez, Baldassari et Chantra qui mènent le peloton. On a Boulega qui va chuter et Marquez qui va se faire une grosse chaleur dans le dernier virage, qui va le repousser au fond du premier paquet. On va avoir un énorme contact entre Martin, Binder et Loves. Alors ça gère bien pour éviter que tout le monde ne chute, mais par contre Loves il va abandonner suite au contact puisque son guidon est pété, et on a Binder aussi qui va repartir avec un protecteur de levier complètement à l'équerre. Marquez dans l'affaire s'est replacé 5ème. On a une grosse chute qui va impliquer Vieré et Lecuona qui reste au sol en piste mais qui va être évacué, et devant on a Marini, Lutti et Baldassari, et on a Garner qui va à nouveau chuter, et on a
Lutti qui va prendre la tête à 12 tours de l'arrivée, et on a Martin qui fait une course quand même assez solide jusque-là, puisqu'il remonte à la 4e place. On a Bezeki qui abandonne après une course dans le top 10, mais voilà, manque de bol, il ira pas au bout, mais c'était pour le coup une des rares courses où il était plutôt à son avantage. On a Marquez qui doit s'employer pour limiter la casse au championnat. Il est à la bagarre avec Navarro et Schroeter pour la 5. On a Pasini qui va chuter en solitaire en fin de course. On a 2 duos en tête, donc Lutti avec Marini et un petit peu plus loin Baldassari avec Martin. Le rookie qui est en passe de réaliser son meilleur résultat de cette saison après une belle course en Thaïlande. Ça va jouer dans les 2 derniers tours pour ces 2 duos, et c'est Marini qui va attaquer et passer, et dans le groupe de derrière c'est Martin qui va également passer. Et donc ils entament le dernier tour respectivement 1er et 3e, et ça ne bougera pas. C'est donc Lutti qui fait 2, Baldassari 4, Navarro 5, Marquez 6, Bastianini 7, Fernandez 8 et Schroeter 9. Donc le premier podium de Martin quand même pour un rookie sur une KTM qui avait un petit peu de mal en début de saison, c'est plutôt bien. Ouais, ça prouve que avec les résultats de Brad Binder sur les circuits précédents, ça prouve que le châssis, ils ont trouvé quelque chose qui fonctionne, ils ont trouvé des réglages qui fonctionnent, et puis c'est quand même un champion du monde Moto 3, voilà, il a mis une demi-saison à se faire peut-être à la catégorie. C'est ça. C'est peut-être un circuit qui lui plaît un peu plus que les autres, et il arrive à se montrer, à jouer le podium, et c'est top quoi, un podium sur sa saison de rookie, c'est vraiment top. Ah oui, quoi. Ah oui, clairement, ouais. Ouais, quand t'es rookie en Moto 2, sachant que quand même la Moto 2 c'est un sacré réservoir de vieux briscards, c'est quand même pas mal de pouvoir placer un podium dès la première saison. Ouais. Bien sûr. Ouais. Sinon, quoi d'autre à dire sur cette course ? Oui, alors on parlait rapidement de Gardner, parce que on a oublié d'en parler dans les news, mais a priori il aurait été approché par KTM pour lui proposer un guidon l'année prochaine, et voilà, on dit non. Encore. Ouais, il a pas voulu, il disait qu'il voulait continuer encore un an en Moto 2, donc c'est peut-être une réponse polie, c'est peut-être aussi vrai, je pense que, même si c'est toujours bien dès que t'as une ouverture en MotoGP de la saisir, je pense qu'il sent que c'est quand même un panier à crabe cette histoire, et que si c'est pour signer pour un an et que l'année prochaine il est pas gardé, donc je veux dire, si c'est pour signer pour un an en 2020 et qu'en 2021 il est pas gardé, c'est un peu pour rien. Je pense que si tu regardes purement ce qu'il peut faire, c'est s'améliorer, être plus constant sur les courses, et vraiment viser un guidon à la MotoGP à partir de 2021, peut-être pour un team plus satellite, par exemple, qui emmène plus les rookies plus loin qu'un team officiel où ça risque tout de suite d'être beaucoup de pression, quoi. C'est là où moi j'ai eu un peu les yeux qui ont fait demi-tour quand j'ai lu que KTM allait chercher Gardner, parce que je dis pas que c'est un mauvais pilote, c'est un très très bon pilote, il est souvent aux avant-postes mais il chute beaucoup, et je pense que tu vois, il a raison dans le sens de dire je préfère rester une année de plus pour stabiliser un petit peu tout le bazar. Après on n'est pas dans sa tête non plus, mais effectivement je pense que KTM, quand ils en sont allés chercher Gardner en Moto 2 pour son écurie principale, comment dire, c'est un peu compliqué. Ouais, mais moi je me dis, s'ils sont allés chercher Gardner, c'est qu'ils sont aussi allés chercher Marquez, par exemple. Alex Marquez. C'est quand tu regardes qui t'as envie de faire monter en Moto 2, de Moto 2 à MotoGP, tu regardes les premiers, quoi. Et Marquez, il fait une saison incroyable. Je suis pas sûr je pense qu'ils sont allés lui poser la question aussi. Ouais, je sais pas. Moi, en tout cas, ça a pas fuité. Et là, ça fuite. Non. Enfin, là, ça a pas fuité. C'est Gardner qu'on a parlé. Donc voilà. C'est pas bien grave. On va passer au MotoGP ? Ouais. Donc, on a eu pas mal de petites choses avant les qualifs. Donc on a appris le samedi que Sylvain Guintoli avait été pris à rouler en FP1 et en FP2 avec un moteur 2020. Et du coup, il a vu ses temps annulés. Donc heureusement qu'en FP3, il avait roulé avec le moteur normal 2019 et il avait pu se qualifier pour la Q1 et donc pour la course. Parce que avoir ses temps annulés, c'est pas top. C'est quand même pas commun. A priori, les journalistes anglophones sur la question, ils étaient assez partagés.
il y aura peut-être une enquête un peu discrète côté Suzuki, enfin de la direction de course vers Suzuki, pour voir si c'est vraiment une erreur du team ou s'ils ont essayé de faire genre pas vu pas pris, on essaie de développer notre moteur 2020 un peu en avance sur les courses. Ouais. Tu crois ? Ouais, certains journalistes se posaient la question. C'est quand même une grosse bévue. Hein. Ah bah oui. Parce qu'en fait, je réexplique. On parle pas d'une visière de casque, quoi. C'est ça. A priori, les pilotes Wildcard, KTM et Aprilia aujourd'hui ont le droit d'utiliser un moteur 2020 parce qu'ils ont des allocations. Ouais. Parce qu'en fait, ils n'ont pas fait de podium, notamment l'année dernière. C'est un système de si t'es nul, l'année d'après, t'as le droit d'avoir des concessions. Non, mais c'est ça, grosso modo. Oui. Et comme Suzuki avait fait des podiums avec Rins et Iannone l'année dernière, ils ont perdu ces concessions cette année. Donc, voilà, peut-être qu'ils n'ont pas fait attention au règlement et qu'ils ont cru qu'ils avaient encore cette possibilité. Ouais. C'est quand même bon. Voilà. Je sais pas qui c'est Camille, c'est pas la première fois qu'un team lisait pas le règlement. C'est pas toi. Ouais. Non mais moi ça m'étonne. Tu t'inscris sur une épreuve comme ça avec entre guillemets, avec un budget énorme et t'as personne qui est foutu de lire le règlement pour te dire non les gars le faites pas, si on se fait gauler ça craint. Ouais. Bon voilà, tu te fais gauler. Je trouve que c'est un peu dommage. Bah carrément. En FP3 on a également eu Rabat qui a utilisé un moteur hors de ses allocations. Qu'est-ce qu'il fait de ces moteurs sans déconner? Ouais, il chute beaucoup, peut-être qu'il a tous les carters qui sont trouvés, je sais pas. C'est vrai qu'ils sont tous pleins de sable. Donc de ce fait, il aurait dû partir dernier en course, ça aurait bien facilité la vie à Iannone. Seulement il a préféré ne pas courir parce qu'il avait aussi un problème à la main depuis Aragon. Du coup, il a préféré au final, quitte à partir dernier et ne rien faire, se réserver pour l'Australie. Donc en Q1, on a Cal Crutchlow et Alex Rins qui s'en sortent. Nakagami ne pourra pas faire mieux que 3 lors de cette session devant son public. En Q2, donc on a Marquez qui vient signer la pole devant Morbidelli et Quartararo, les deux Yamaha satellites. Vignales partira à 4. Cal Crutchlow fera une belle 5e sur la grille. Miller 6, Dovi 7, Petrucci 8 et Aleix Espargaro 9. Donc en course, ça part en tête et Marquez fait un beau départ. Donc Miller également, alors que Vignales va perdre un peu dans les premiers virages. Quartararo se débarrasse de Morbidelli et vient titiller Marquez en se permettant de le doubler. Mais Marquez va répliquer rapidement en le repassant et puis va se détacher. Donc la course à ce moment-là va principalement se concentrer sur la 3e position. Un temps dévolu à Morbidelli puis à Jack Miller, c'est finalement Dovi qui s'en empare et qui parviendra à résister à Vignales en fin de course, alors que celui-ci va revenir assez fort. Dovi va dans le dernier tour va revenir dans la roue de Fabio. À ce moment-là, il prenait une demi-seconde au tour, je crois. À l'horizon des derniers virages, mais il manquait un petit tour ou on va dire 5 virages pour pouvoir le doubler. Donc Marquez est vainqueur devant Quartararo et Dovizioso. Vignales 4 à 2,6 secondes de Marquez, mais après c'est un grand écart. Hein. Donc on a Crutchlow qui finit 5e à plus de 9 secondes, suivi par Morbidelli et Rins. Mir 8, Petrucci 9 et Miller 10. À noter les chutes de Iannone, parti dernier, parce qu'il a fait une qualifs catastrophique, mais revenu 16e avant de chuter au 7e tour, et de Rossi, donc en difficulté pour le coup, à la lutte pour la 11e, 12e place, voire la 10e, hein, avant de partir à la faute. Avant de partir à la faute au 20e tour. Donc côté Frenchie, on a Quartararo qui finit 2 et Guintoli 20e. Donc voilà, le résumé est assez court, mais la course elle était pas très belle à voir. Bon, à part la petite bagarre pour la 3e place, c'était assez solitaire sur les positions. Ouais, il y a eu de la baston de Vignales, même si à chaque fois, de toute façon, Vignales, il rend les armes assez vite, je trouve. Mais après, de toute façon, quand on voit la suite de la course, Dovi quand même, il a fait un bon choix de pneus pour la fin de course justement. Ouais. Où il remonte très fort. Il remontait vite. Ouais, il remontait très vite sur Quartararo. Après, il manquait, comme tu dis, il manquait un tour, parce que je crois que le dernier tour, il l'entame avec une grosse seconde de retard et il lui reprend une demi-seconde. Ouais. Donc, il était pas loin, mais bon, ça suffit pas. Après,
Bah, toujours pareil, quoi. Marquez qui fait la pole, qui part en tête et qu'on revoit pas. Voilà, Quartararo est pas très loin derrière. Après, un petit point quand même à signaler, c'est qu'il y avait plus beaucoup d'essence à l'arrivée dans la Honda, quoi. C'est ça. Ouais, il a calé dans son tour de célébration. Il a calé pas d'essence. Et il l'a dit en conférence de presse qu'il lui restait un tour et demi quand il y a son voyant au tableau de bord qui s'est allumé. Donc il a un peu réduit les gaz, quoi. Il a pu rallier l'arrivée. C'est pour ça aussi que Fabio est revenu sur lui. Mais je pense qu'il a dû serrer les fesses. Et puis il y a des journalistes qui ont proposé une analyse intéressante, c'est-à-dire que si Marquez est arrivé à ce point short en réserve d'essence, en essence, c'est peut-être qu'il a vraiment dû mettre du gros gaz pour pouvoir se détacher de bien Fabio, sûr. quoi. Ouais, bien sûr. Après, voilà, c'est un point qui est super intéressant par rapport aux physionomies de course des dernières, où c'était souvent des duels Quartararo-Marquez. Et moi, je doutais un petit peu de l'écart intrinsèque qu'il y avait entre tout le monde, où Marquez habituellement était derrière. Bah là, voilà, quand tu tombes en panne d'essence dans le tour d'honneur, c'est que t'as bien calculé, quoi. La règle de 3, elle est bonne. De peu, mais elle est bonne. Moi, le premier point que je voulais aborder, c'est vraiment la fin de saison galère de Rossi, qui... On n'en avait pas trop parlé sur les dernières courses, hein, parce que quand même, il était... C'était... on sentait quelque chose, mais c'était pas encore flagrant comme on a vu aujourd'hui. Ouais, c'était poussif, hein. Déjà, les dernières courses ont déjà... ça fait quand même un petit moment ça fait un petit moment que tout le monde voit Quartararo vraiment à l'aise et très souvent sur le podium. Viñales fait une deuxième partie de saison plus qu'intéressante, et là on commence à voir de plus en plus Morbidelli. Donc ça fait quand même 3 Yamaha qui sont aux avant-postes, là ils sont 3 dans le top 6, et Rossi avait un petit peu de mal sur les dernières courses à être avec eux, à les accompagner. Et là, clairement, il était détaché et il chute à 4 tours de l'arrivée, donc c'est pas très loin. Mais surtout, il était encore à une vingtaine de secondes de Marquez. Et je pense à une petite dizaine de Morbidelli, donc il était détaché, quoi. Ouais, il était pas dans le coup. Après, tout le week-end a été un petit peu en dedans. Donc la fin de saison galère. Moi je trouve que c'est fin de saison compliquée. Là il a du mal à jouer les top 6 comme il avait pu faire en début de saison. Ça commence vraiment à se ressentir. Mais par contre, j'ai pas trop on n'a pas trop encore de ressenti de lui d'interview. À part que la moto elle est pas au top, ok, mais comme on voit d'autres pilotes s'en sortir, c'est vrai que on peut plus se contenter de juste ce discours-là. Après, on sait très bien qu'une moto, pour être performant, c'est un paquet, hein, quoi. C'est le pilote et la moto. C'est ça. Peut-être qu'elle est pas comme il veut, effectivement, mais c'est pas au point de Lorenzo et de Marquez, quoi, la différence non plus. Mais non, mais ça a accentué le trait qu'on voyait se dessiner sur les courses précédentes, c'est-à-dire que on le voyait un petit peu en retrait. Là, il continue à être en retrait, et le fait qu'il chute, ça met encore plus en valeur cet aspect-là. Après, de ce que j'ai vu, je crois qu'il a fait un retour en arrière sur l'échappement et sur le bras oscillant. Donc, il va falloir essayer de repartir correctement en fin de saison, quoi. Parce que là, ça commence à devenir préoccupant, j'ai tendance à dire. Là, au classement, ça y est, il se fait passer par Fabio, quoi. Ouais. Donc il est 3ème Yamaha sur 4 au classement général, donc il est dans le top 7, mais... c'est compliqué, hein. Enfin la deuxième partie de saison est compliquée. Donc forcément, ça, surtout que la deuxième partie de saison de Quartararo est excellente. Il descend plus du podium, enfin il descend très très rarement du podium, il est toujours dans les bons coups, toujours bien placé, donc forcément il revient très très vite, quoi. Pas que sur Rossi, hein, parce que là on focalise un petit peu sur celui qu'il a dépassé à l'issue de ce Grand Prix du Japon, mais il reste 3 courses, et à mon avis il y a un très bon coup à jouer. Ça va être intéressant de voir ce que fait Rossi à Phillip Island et en Malaisie, parce que c'est des circuits qu'il affectionne. C'est ça. Donc à voir, et on saura vraiment si c'est une fin de saison où il sera en dedans, et puis pourquoi pas le voir rebondir en 2020, ou alors si vraiment il trouvera autre chose, quoi. Mais bon,
Après, voilà, ça reste un pilote qui est quand même au-dessus de la majorité du plateau. J'ai pas envie de me faire insulter sur Twitter, c'est pour ça que je dis ça. Mais non, mais après, enfin, pas une histoire d'insulte ou pas. On a le droit de, voilà, on voit tous les mêmes courses et on voit que les courses pour Rossi actuellement elles sont compliquées. Enfin, pas que les courses, les essais et les qualifs. À Misano, il était quand même plus à l'aise, on va dire, mais depuis Misano, c'est difficile. C'est difficile. Et surtout, les 3 autres sont plus à l'aise. Alors après, ceux qui sont toujours au même niveau, c'est les KTM, puisque Paul Espargaro est au pied du top 10, il est 11e, toujours à 25 secondes de la tête, juste devant Oliveira, 12e. Ouais. Donc voilà, Oliveira qui talonne maintenant le leader de l'écurie officielle, donc à voir. Kallio qui parvient à prendre des points. Ouais, 2. Il prend 2 points, ouais, bon. Kallio à 30 secondes, coincé entre Bagnaia, Espargaro, enfin Aleix Espargaro. Ouais, c'est à voir. C'est pareil, hein. C'est toujours intéressant de marquer des points quand tu arrives là depuis, surtout dans les circonstances qui l'ont mise au guidon de cette machine. C'est pareil, il y a encore 3 courses pour montrer le maillot, hein, comme on dit. Bon, pour continuer un petit peu plus bas dans le classement, Lorenzo, 17ème. J'ai envie de dire, écoutez-vous le dernier épisode, vous en aurez beaucoup plus, parce qu'on va pas s'étendre comme ça non plus toutes les semaines, enfin toutes les 2 semaines. Il a quand même dit un truc intéressant. Il a dit, première partie de course, c'était comme d'habitude, je le sentais pas. Par contre, la deuxième partie de course, je me suis rassuré, j'ai un peu pris du plaisir à piloter cette moto. Ah dis donc. C'est ce qu'il a dit. Ah, c'est ce qu'il a dit. Écoute. Bon, après, oui, faut laisser le temps, on verra. De toute façon, on a tout dit, comme tu as dit dans l'épisode précédent. Ouais. Je vois Nakagami 16. On comprend mieux pourquoi il fait ce résultat-là aujourd'hui. Je pense que c'est aussi lié à sa blessure. Ouais. Voilà, j'espère qu'il reviendra en forme l'année prochaine. C'est un pilote qui a l'air sympathique. Et puis j'aimerais bien voir ce qu'il fait sur soit il a une Honda 2020, soit il a une Honda 2019. Mais s'il a une Honda 2019, j'aimerais bien voir ce qu'il peut faire avec cette moto qui paraît quand même compliquée. Ouais, ça a l'air... Crutchlow, il en a placé une bonne aussi. Hein. C'est ça. À la limite, je dis non, je garde ma 2018, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Je la veux pas, l'autre est pourrie. Ouais, Fabio ? Ouais, vas-y. Bon, Fabio, aujourd'hui, avec sa 2e place, il devient officiellement le rookie de l'année. Et pour lui, donc, c'est son 6e podium cette année. Donc, il égale Lorenzo en 2008, qui était sur une moto-usine, lui. Donc, voilà, pas de photo sur ce mini-championnat dans le championnat. Hein, ouais. Vraiment loin devant Mir, Bagnaia et Oliveira. Il a peut-être la moto la plus facile pour les rookies, mais quand même, tu peux dire, d'accord, il a la moto facile, donc il fait top 10, mais là, il fait carrément des podiums, il fait à jeu égal avec Marquez, donc c'est plus que ça. C'est exceptionnel ce qu'il fait, donc je suis content pour lui. Et puis, non, c'était vraiment bien de voir cette course. Autant en Thaïlande, je m'étais dit peut-être qu'il va gagner cette course, mais là, je l'ai jamais cru en position de gagner, par contre. Non, Marquez était intouchable au Japon, hein. De toute façon, c'était... ça a été assez... Enfin, la course, elle a été assez vite réglée, hein. Sauf erreur, c'était plié. Après, le point qui était intéressant, c'est qu'il avait donné... Il a donné, je crois, dans une interview... Enfin, dans un point presse ou un point podium, l'objectif de points qui lui avait été... Enfin, les projections de points qui avaient été faites par l'équipe pour lui à Sepang, ils avaient estimé qu'il serait entre 50 et 80 points pour faire une bonne saison. Et quand même, le pépère, il est largement au-delà des objectifs, quoi, parce qu'on le verra un petit peu plus tard. Il est à 163 points, donc c'est nettement au-delà des attentes et des projections qui avaient été faites. Donc moi je trouve que c'est intéressant qu'il explique un petit peu, qu'il y ait ce genre de petits détails qui fuitent, parce que c'est évidemment des choses comment dire, que les teams préparent. Ouais. C'est-à-dire, tu sais que, en gros, t'as ton tableau de marche. Tu sais que, tu fais tes projections sur 10 Grands Prix, etc., tes points d'étape. Et je trouve que c'était intéressant d'avoir ce chiffre. Et surtout, le réaliser, quoi.
parce que ça c'est assez énorme. On poursuit avec Honda, titre constructeur. Ouais, bah du coup, avec les 25 points de Marquez, ça y est, ils se mettent à l'abri et Honda à titre constructeur cette année encore. Donc j'ai arrêté de compter le nombre de titres constructeurs qu'ils ont, mais c'est important de le faire à la maison. Ouais. Je pense que ça fait des belles photos. Il y avait toute la pyramide Honda qui était là, avec des beaux costumes, etc. Donc non, il y avait tout le monde. Donc c'est bien de pouvoir fêter quelque chose le soir au resto, quoi. Ouais, apparemment c'est le président de Honda, il lui a dit tu nous ramènes le titre et Marquez lui a ramené le titre, quoi. Oui, c'est plus facile de demander à Marquez qu'à Lorenzo, quoi. Je suis méchant quand je dis ça. J'étais en train de regarder une stat là, on parlait de Marquez et de ses points d'écart au classement général. Donc l'année dernière au même niveau, il avait 296 points après le Japon. On sait qu'il y a eu la course en moins à Silverstone qui avait été annulée. Ouais. Bon. Et Dovi, c'est pareil, donc son plus proche concurrent a été beaucoup plus proche l'année dernière, mais avait moins de points. En fait, l'année dernière, Dovi, après le Japon, avait 194 points. Et cette année, il en a 231. Donc, même son adversaire est plus proche, mais ça l'a pas empêché d'avoir encore plus d'écart par rapport à son adversaire. Ah bah oui. Bon, là très très grosse domination de Marquez, quoi. Ouais, mais ça doit être décourageant quand t'es pilote, que ce soit Dovi ou un autre. Oui. Tu te dis, cette année, je fais mieux, mais je suis encore plus loin de Marquez. Quand t'es deux et que c'est Marquez devant, tu peux pas faire mieux. Hein. C'est ça. Bon. Je sais pas que si tu voulais dire sur ouais, j'ai regardé quand je regardais qui était le plus loin de Marquez et c'est marrant parce que Sylvain Guintoli, son numéro c'est le 50 et il a terminé dernier à 50 secondes de Marquez. Voilà. Donc je pense qu'il l'a fait exprès. Non, je pense pas. Non. Non, mais bon, quand t'es pilote d'essai, c'est jamais facile. Et tu voulais une petite stat sur Dovi, du coup? Ouais, c'est Thomas Morcellino qui nous a sorti cette stat encore. Donc c'est le 100e podium dans la carrière de Andrea Dovizioso et c'est le 10e pilote seulement à atteindre ce score dans l'histoire des Grands Prix. Donc ça m'a étonné, c'est vraiment peu. Enfin, c'est beaucoup sans podium, je suis d'accord. Ouais, mais sans podium, ça fait quand même l'équivalent de 6 saisons. Hein. Enfin, un peu moins de 6 saisons, hein, mais... Oui, je suis d'accord. À 20 courses, 5 saisons à 20 courses, quoi. Bon, après, on sait qu'il y a beaucoup plus de courses maintenant qu'à une époque, qu'au début des Grands Prix, mais ouais, non, c'est une belle stat quand même. Pour lui, c'est pas tout le monde qui a son podium, quoi. Ah ouais, c'est clair. On va faire un petit point championnat, du coup. Allez. Alors en Moto 3 on a Dalla Porta en tête devant Canet, donc Dalla Porta à 229 points, Canet 182, Arbolino 161. En Moto 2 on a Marquez en tête, Alex donc avec 234 points, Lutti deuxième avec 198, Fernandez troisième avec 192 et en Moto GP Marquez en tête avec 350 points, Dovizioso deuxième avec 231 et Rins Viñales sont troisième et quatrième avec 176 points à égalité. Au championnat, on a donc Fabio Quartararo qui est 6ème, donc qui a officialisé son titre de meilleur rookie avec 163 points. Et surtout, premier indé, et ça commence à se creuser avec Miller puisqu'il a 38 points d'avance. Et donc, premier indé, en 3 courses, il va falloir essayer de ramener ça à la maison, quoi. Ce serait pas mal. Carrément. Pour une première saison, ça serait assez impressionnant. Et Zarco, donc 18ème avec 27 points, et Guintoli 23ème avec 7 points. Je peux rebondir sur Miller, t'as dit un truc intéressant tout à l'heure, et du coup là ça me le rappelle. Miller a fait un bon début de course, puis après il a totalement disparu. Et t'as fait une remarque intéressante sur le choix de pneus que Dovi a fait. Mais il avait mis un soft à l'avant, un médium à l'arrière, Dovi, alors que Miller il a mis soft. Et on voit qu'à la fin de course, deuxième partie de course, il a tout perdu, quoi, Miller. Et c'est peut-être le choix le plus intelligent, effectivement, à faire sur cette course, c'était de mettre un médium à l'arrière. Ouais, Miller il est parti un peu fort et puis après ça s'est effiloché, quoi. C'est ça. Donc voilà, c'est comme ça. C'est pas de cul, on va dire. Bah non, mais après, il y a des choix à faire. Ça arrive de pas faire le bon. On va parler donc des autres catégories rapidement, à commencer par le Superbike et le Supersport, puisqu'il courait en Argentine la semaine dernière. Donc en Superbike, comment dire, il y a eu un
putain Du de bordel. Drama. Puisque, a priori, ils sont arrivés en Argentine, la piste avait été resurfacée la veille. Quand on dit arriver, ils arrivent le jeudi et ça a été resurfacé donc le mercredi. Donc, étant donné que c'est en plein désert, il y a eu une piste quand même très très poussiéreuse. Il y a eu pas mal de problèmes relevés par les pilotes. Et donc un gros crash, un gros high side de base le samedi. Donc il a pas pu courir la course 1. Je crois que c'est en Super Pole qui s'est fait. Il a chuté 2 fois en fait. Ouais. Il a chuté aux essais libres le vendredi. C'est là où il a eu la side, il s'est blessé à la main. Ouais. Et il a rechuté le samedi, effectivement. Et puis il y a Léon Aslam aussi qui s'en est pris une belle. Ouais. Bon, du coup, il y avait a priori des pilotes qui ne voulaient pas courir. Tous les pilotes ne voulaient pas courir, mais au moment d'aller sur la grille, donc il y avait que 12 pilotes qui se sont alignés. C'est Bautista qui a gagné devant Rea et Razgatlioglu. Mais voilà, donc il y a eu un gros problème de piste donc le samedi. La chaleur a fait remonter entre guillemets l'huile de l'asphalte qui avait été fraîchement déposé et ça a rendu la piste quand même très très piégeuse. Donc il y a eu pas mal de mots échangés entre les pilotes, entre les 6 qui ne se sont pas alignés et qui ont salué, qui ont pointé du doigt le manque de courage de certains pilotes justement qui avaient dit qu'ils ne courraient pas et qui finalement se sont alignés suite aux pressions des teams. De toute façon, voilà, les gars ils viennent, faut courir maintenant. C'est ça. Pas trop le choix. À savoir que les pilotes quand même avaient en tête un plan B dans le sens où les conditions étaient piégeuses justement liées à la température de piste qui faisait remonter l'huile, et ils avaient dit s'il y a un problème le samedi, c'est pas grave, on fait 2 courses longues le dimanche et on fait pas la Super Pole Race, et ils ont préféré maintenir la course 1 et donc maintenir le calendrier du dimanche aussi avec une Super Pole Race et une course 2 qui s'est courue dans des meilleures conditions d'un point de vue huile justement. Ouais. Donc, par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a eu pas mal. Il y a eu le communiqué officiel des pilotes qui n'ont pas voulu s'engager. Ouais. Il y a eu un communiqué officiel Dorna, j'ai pas envie de dire de conneries, un des deux. Alors forcément les deux ne s'accordent pas du tout sur les raisons. Ah oui. Donc ça je trouvais ça dommage parce que tu peux reconnaître aussi. Je pense pas que les pilotes ils aient inventé des trucs non plus. Tu peux reconnaître qu'il y a des erreurs qui sont faites au niveau, par exemple, 6 mois en amont de la course, tu vas voir la piste, si elle est toujours parfaite, tu tapes du poing sur la table par rapport au promoteur, quoi. T'attends pas. C'est ça. T'attends pas la veille. Au dernier moment. Ouais. Donc, mais après, effectivement, la pression, je pense qu'elle venait pas que des teams parce que il y a plus grand chose à jouer au niveau du championnat du Superbike. Non, c'est la Dorna qui met la pression au team, quoi. Ouais, et il y a un journaliste qui l'a très bien expliqué, c'est qu'en fait aujourd'hui, autant il y a plein de circuits qui veulent apparaître au calendrier MotoGP, autant avoir des dates pour le calendrier Superbike, c'est très compliqué. Il y a peu de circuits qui postulent. Aujourd'hui, il y en a 13. L'année prochaine, il y aura plus déjà la Laguna Seca. Il y en a peut-être un autre qui est en balance, qui sera peut-être retiré de nom, j'ai plus ça. Et du coup, quand il y a un circuit qui fait l'effort d'accueillir le paddock, que ça lui coûte de l'argent parce que les tribunes sont pas forcément remplies, il faut courir quoi pour pas que l'année d'après il se retire quoi. Et c'était plus ça qui était pointé du doigt. Je suis d'accord, dans le sens où c'est quand même la sécurité des pilotes qui est en jeu, donc tu peux pas faire n'importe quoi. Oui, donc, carrément. Oui, il y a énormément d'enjeux financiers sur l'année en cours et sur les années futures, mais c'est pas en envoyant des pilotes dans les bacs ou dans les murs que ça va solutionner les problèmes financiers, quoi. Ah non, c'est sûr que non. Oui, c'est ça. En fait, c'est Thaïlande et Laguna Seca qui perdent l'année prochaine. Donc, c'est pas top, quoi. Ouais, moi j'ai trouvé que après. C'est Chas Davis qui a, pour le citer, qui a parlé au nom des pilotes qui n'ont pas couru. De mémoire, il y a aussi donc les 2 pilotes du GRT, c'est-à-dire Cortese et Melandri qui se sont pas alignés. T'as eu Laverty aussi. Ouais, Laverty. L'idée c'est pas de faire du name dropping, mais moi j'ai trouvé que c'était courageux de leur part. De le faire, surtout pour Chas Davis qui est quand même dans une équipe officielle, et de rappeler que avant tout c'est la sécurité des pilotes qui est en jeu,
parce que c'est ça qui se joue, hein. Enfin, voilà. Non, bien sûr. À chaque fois qu'ils montent sur la moto, c'est ça. Et si les conditions sont pas bonnes, bah faut pas y aller. Et puis ils ont eu raison. Personne. Enfin, je pense qu'il faut être sacrément con pour leur dire vous avez tort de pas y aller. Ah oui, non, après, c'est ceux qui sont lents. Ou un pilote. Alors, est-ce que c'était vrai ou pas? Enfin, en tout cas, le ressenti du pilote est tel que lui, il se sent pas de courir. Ah, faut pas qu'il court, c'est hors de question. Après, si certains sentaient plus que d'autres de courir, pourquoi pas. Ouais. Moi, ce que j'ai pas aimé, vu de l'extérieur, hein, c'est effectivement tout le monde, apparemment tous les pilotes se disent on roule pas, puis certains après changent d'avis. J'espère vraiment qu'ils ont changé d'avis parce qu'ils se sont dit que les conditions étaient meilleures et pas parce qu'il y a une pression quelconque, quoi. Ouais, je pense qu'il y a une pression, de toute façon. Ouais, mais bon, j'aime bien vivre dans mon monde de bisounours, tu sais. Ouais. Bah, ils sont rigolos avec leurs arcs-en-ciel sur le bidon, là. Faire des trucs rigolos, mais bon, c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. Bon, on va continuer quand même le débrief de ce week-end Superbike. Donc en Super Pole Race, c'est Bautista qui s'impose devant Van der Mark et Rea. Et en course 2, c'est Rea qui s'impose cette fois-ci devant Davis et Razgatlioglu. Baz a couru et est 12e. Au général, donc Toprak Razgatlioglu est titré meilleur pilote indépendant et donc l'équipe Kawa est sacré meilleur team avant le dernier week-end, donc au Qatar, qui va se courir maintenant la semaine prochaine. Ouais. Et on va parler évidemment de la course Super Sport, puisque là aussi il y a eu une belle course, moi je trouve. Ouais, pas qu'une belle course, parce que il y avait déjà Perolari qui avait fait une super pole, hein. Il a fait la pole position, qui était super. Bah, c'est sa première pole position dans la catégorie, donc c'était vraiment beau à voir. Ça s'arrose. Hein. Moi j'ai pas eu le champagne, mais c'est tout comme. On savait qu'il y avait un Nicoire et déjà il était rapide. Ouais. Peut-être qu'il y a eu un déclic là sur la moto et dans sa tête par rapport à ça, mais en tout cas même en course, je vais te laisser le dire, mais ouais, même en course il y avait des choses intéressantes, quoi. Ouais, Cluzel s'est imposé de bout en bout, hein, c'est-à-dire qu'il a fait un très bon départ, il a pris les commandes assez tôt, il s'est imposé devant Mayas et Vignales. Perolari a fait une très belle course, hein, 4e, il a été au contact des Bardal quasiment tout au long de la course, et il y a eu notamment un très très gros dépassement de Caricasulo sur Krummenacher. Alors je ne sais plus qui est tic, qui est tac, mais là clairement ça fait tic-tac, quoi. C'est ça. Et donc voilà, comment dire, à l'arrivée, je pense qu'il avait tout juste enlevé le casque, notre ami suisse. Ouais. Puisqu'il s'est plaint de son team, comme quoi il avait eu un moteur clairement sous-performant. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais, qu'il a reproché à son team manager, donc d'avoir favorisé son collègue de boxe à son détriment. Pour qu'il gagne le championnat. Voilà. Et donc les mots étaient quand même très très durs. J'ai cherché un petit peu, mais pas non plus beaucoup s'il y a eu une réponse de Bardal à son pilote. J'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé que les mots de Krummenacher étaient quand même très très sévères. J'espère que qu'ils vont s'expliquer en coulisses et qu'on aura le fin mot de l'histoire, quoi. Ouais, bah c'est vrai que c'est étrange bon déjà la victoire de Cluzel, moi j'étais fou de joie. Ouais. Il revient au championnat, il est toujours titrable. Bon, c'est compliqué parce qu'il y a les deux Yebardal devant lui encore, mais il revient titrable. Et ça c'est cool. Mayas a fait une belle course également. Et Perolari aussi. Pour parler de Caricasulo et Krummenacher, la sortie de Krummenacher dans les médias, elle est hallucinante. Oui. Vraiment, parce qu'en fait, après, il y a les journalistes, ils ont analysé ses temps autour et effectivement, il roulait moins vite sur les temps autour que le reste du plateau devant, en tout cas. Ce qu'il a fait de bien, c'est qu'il a été régulier, il a pas commis d'erreur, donc c'est pour ça qu'il a pu se placer. Mais en termes purs de vitesse de pointe, il perdait vraiment peut-être 5 km/h sur le reste par rapport à Caricasulo, donc c'est pas significatif. Donc son ressenti, il s'est pas forcément vu dans les chiffres. Après, c'est étonnant dans le sens où là il joue la victoire, le titre au Qatar. Il est toujours premier au classement général devant Caricasulo. L'année prochaine, je sais pas s'il y a eu des approches pour qu'il change de catégorie, mais s'il change pas de catégorie,
c'est dans son intérêt de rester dans un team où ça a l'air de marcher avec lui. Faire une sortie comme ça te donne pas envie à ton manager de te refournir une moto, quoi. Bah oui. C'est pas possible. Bah, clairement. Donc je comprends pas trop le Suisse. Pourtant le Suisse n'est pas réputé pour sa virulence. Mais pour une fois. Ah bah là pour le coup. Ouais. Pour le coup, ça a été franc du collier, quoi. C'est ça. C'est plutôt d'habitude latin, tu vois, les Italiens ou les Espagnols qui sortent des trucs comme ça. Bon. Oui, donc bah on là, verra au Qatar s'ils lui mettent une Super Sport 300 dans les pattes. Ouais, ce serait pas mal. Bon, là, il aurait une raison de se plaindre pour le coup. Non, mais enfin bon. Moi, j'ai toujours tendance à faire confiance aux pilotes quand c'est comme ça. Je suis peut-être un petit peu... C'est mon côté bisounours aussi dans ce cas-là. Mais ouais, moi, je trouve que c'est assez hallucinant d'en arriver là. Mais bon, après, s'il a jugé que c'était utile de le faire, il l'a fait. Et ça, c'est encore une fois... c'est... Voilà. On verra la suite. On verra la suite. Ouais. Après, donc, il n'y avait pas de Super Sport 300. Non, en Argentine. C'est un peu loin de les emmener là-bas. Il n'y a pas de budget, quoi. Et je te laisse terminer avec une belle clôture en British Superbike, du coup. Ouais, du coup, c'était ce week-end. Enfin, c'était aujourd'hui. Il y avait des courses et hier. Je crois que les pneus sont encore chauds. Ouais, c'est bien chaud. Donc, il y avait 3 courses pour clôturer la saison en British Superbike. Donc, on sait que Redding est arrivé en tête du championnat, mais avec... il avait un tout petit peu plus de 25 points d'avance. Donc c'est son coéquipier Josh Brook qui remporte les 3 courses. Donc il prend beaucoup de points. Mais Redding assure en faisant 3, puis 2, puis 3. Et du coup il est titré pour 5 points d'avance devant donc Josh Brook et donc Tony Bridwell qui finit 3. Donc voilà la phrase qui m'a touché. Bon, la célébration était énorme, mais la petite phrase qu'il a mis sur ses réseaux sociaux, c'était... que l'année dernière, après donc le fait qu'il quitte Aprilia et le MotoGP, il était à 2 doigts de tout laisser tomber, mais vraiment de quitter le monde de la moto de course. Et puis bon, il a eu une opportunité en British, il s'est accroché, il y a cru, et voilà, aujourd'hui il est titré dès sa première année dans la catégorie. Voilà, c'était un peu le message positif de quand on veut croire à certains rêves, des fois on peut y arriver, quoi. Donc voilà, c'est vraiment bien pour lui parce que ça a l'air d'être un super gars. Et puis l'année prochaine, on va le retrouver en World Superbike, comme on a déjà dit. Donc on verra ce qu'il fait contre des Bautista et des Jonathan Rea. Bah ouais, enfin Redding, c'est quand même une personnalité quand même à part dans le paddock, et je trouve que c'est sympa qu'il ait pu s'exprimer pleinement dans déjà dans son pays. Je trouve que ça c'est cool pour lui. Et puis ouais, il a montré sur la saison que c'était un super bon pilote, parce que le British c'est quand même pas rien. Il y a des bons pilotes dedans. Le British, ça reste quand même pas très loin d'être l'antichambre du World, parce que en World Superbike on voit beaucoup de pilotes britanniques. Et donc là, qui gagne avec la Ducati, surtout que c'est pas rien, puisque les Ducati font 1, 2, 3 au général, donc quand même c'est intéressant à signaler. Et puis bon, on verra l'année prochaine ce qu'il va faire en World, mais bon, après on verra. Il est dans un des 2 meilleurs teams du plateau. La machine, elle a prouvé avec Davis et Bautista qui a gagné. Il a l'air de la maîtriser en British, même si le règlement est un peu différent. Et je sais pas si les pneus c'est des Pirelli aussi en British, faudra pas dire de bêtises, mais en tout cas on va voir ce qu'il fait. Il va retrouver des circuits mondiaux qu'il connaît, il va se faire plaisir, il va nous faire marrer avec ses frasques. Voilà quoi, c'est le plus important. Il va venir avec sa chaise à porter, on va se marrer. Elle était énorme celle-là. Bah ouais, c'était rigolo. Ouais, c'était rigolo. D'ailleurs, ça m'a fait penser, il y a pas son coéquipier, mais il y a un de ses camarades de British cette année, qui passe aussi en World l'année prochaine, on l'a pas dit tout à l'heure, c'est Xavier Forest, qu'on connaît déjà, qui était en British cette année, et qui fait aussi le transit vers le World, et du coup, il va aller remplacer Toprak dans le team Puccetti Racing, Kawa. Avec une Kawa clear, on va dire. C'est ça. Ouais, je crois qu'on a fait le tour quand même, là. Ouais, c'est assez complet. Ouais.
Eh bien, on va vous retrouver donc évidemment sur tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire Twitter, Facebook. On essaie de faire vivre un petit peu tout ça. Le Discord. Alors le Discord, le matin, c'est quand même compliqué. Hein. Je dois vous dire que... À 5h du matin, ouais, je me suis connecté pour la course de 8h quand même, mais il n'y avait pas grand monde. Ouais, c'était pas très vivant. Hein. Faut se lever, les gars. Hein. C'est Ouais, pas parce que c'est joué et que des... les courses sont chiantes qu'il se passe rien. quand même. C'est pour voir des courses chiantes, c'est relou. Ouais, non, mais il n'y avait pas que des courses chiantes. Mais en plus, là, ça va être l'Australie le prochain coup, donc ça va être encore pire au niveau décalage horaire. Ouais. J'ai pas regardé, c'est à quelle heure du coup ? En tout cas, c'est un beau circuit, Phillip Island. Oui, Phillip Island, super beau circuit. Enfin, c'est... Voilà. On va retrouver des mouettes un peu partout sur les carénages de Yannone. ça va être la fête encore. Vu la vitesse à laquelle il roule, Yannone, il va plus avoir le temps d'aller... Tu crois que c'est lui qui va tomber et pas la mouette, c'est ça ? C'est ça. Ouais, je te sens taquin quand même. Non. C'est parce que j'adore ce pilote. Mais je suis déçu là, de sa fin de saison. La fin de saison, elle est compliquée, ouais. Ouais, les plus compliquées qu'on va dire que sont au milieu de saison. Ouais. Donc pour les courses, quand même, faudra être matinal. Hein, puisque Moto 3, ça va partir à 2h du mat. Moto 2, 3h20. Et Moto GP à 5h. Donc préparez vos réveils. Ça va piquer. Ça va piquer. Sur ce, Pierre, merci beaucoup. Allez, ciao. On se retrouve peut-être très très vite sûrement. Là, oui, parce que c'est dans une semaine. Allez, ciao. Salut tout le monde.